Là, tu as souhaité mettre cette entrevue sous l'égide du reste, de la psychanalyse comme reste. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Quelle est son importance dans le monde? La question est déjà énorme, mais ça va couvrir toute l'entrevue. Oui. Alors, quelle voie d'entrée? J'ai choisi une formulation que j'ai voulu complexe, en choisissant de poser la question du reste à venir. Disons, au fond, de quel reste à venir la psychanalyse est à demain. C'est comme ça que je pose la question. Et il me semble que c'est très très important actuellement d'abord d'avoir une pensée complexe par rapport à un simplisme conceptuel formidable, mais c'était aussi pour interroger, d'une part, le fait que qu'est-ce qu'il en est de la psychanalyse comme reste, de quel reste est-elle, d'une certaine manière, quel reste peut-elle s'affirmer, sur quel reste peut-elle s'affirmer, et d'autre part, quel est son reste aussi. Donc, moi je pense qu'on pourrait peut-être aborder d'abord la question sous l'angle, au fond, de ce que la psychanalyse représente comme reste aujourd'hui. C'est-à-dire comme lieu de résistance par rapport à ce qui me semble aujourd'hui de plus en plus être le cas, c'est-à-dire une opération, des opérations qui visent à être des opérations sans reste. Je pense à toute la pensée technologique, à toute la pensée du savoir-faire, à tous les modes de pensée où domine l'évaluatif. Où domine la transparence aussi. Où domine la transparence. Il n'y aurait aucun reste qui serait derrière la surface des choses. Et je me disais que par rapport à une logique qui vient traiter ces restes de manière à les réduire absolument, je crois que toute la pensée actuelle elle est prise justement dans une volonté d'abolir le reste, logique du reste. Je pense que toute la pensée évaluative, par exemple, tous les processus évaluatifs visent à traiter justement toutes les opérations du savoir-faire, opérations de pensée, opérations de pratique, opérations de discours, dans les termes qui visent à annuler précisément tout ce qui pourrait en être un reste. Et il me semble que la psychanalyse par rapport à cela est précisément le reste qui résiste, ou qui voudrait résister à ces opérations aujourd'hui si puissantes, économiquement si puissantes aussi, financièrement si puissantes, qui visent à traiter tout objet comme s'il était entièrement maîtrisable, qui ne laissait aucune place à un indécidable ou à quelque chose qui ne peut pas être réduit à qui serait totalement réductible. De toute façon, je crois que c'est une question fondamentale et éthiquement. Quand tu intitules ton dernier livre, L'esprit d'insoumission, est-ce qu'on est dans une attitude transgressive à partir de laquelle, ou qui serait indispensable pour pouvoir traiter de ce reste? On précise d'abord que ce n'est pas mon livre, c'est un livre collectif que j'ai organisé et que ce titre, L'esprit d'insoumission, est le résultat de toute une rencontre du comité de lecture qui a produit ce titre. Mais évidemment que ce titre m'importe, surtout quand il s'agissait de décider quelque chose qui avait à faire avec la pensée d'un auteur comme Fanny Salzman, puisque cet ouvrage vise à rassembler un certain nombre de contributions, dont la tienne, évidemment aussi, contributions concernant la pensée de Nathalie Salzman. Je crois que l'esprit d'insoumission, il a affaire, évidemment, avec quelque chose qui vise à s'opposer, à résister à ces opérations sans reste, qui me paraissent être la règle générale actuellement. Ça, c'est bien sûr quelque chose du côté de l'insoumission. Mais je me disais aussi que, d'une certaine manière, la psychanalyse aujourd'hui se définirait de plus en plus clairement à partir de ses opposants.
je pensais par exemple que, pour vous dire vite, hein, dans les semaines dernières en France, la haute autorité de la santé, qui est une émanation directe du ministère de la Santé, a, concernant le traitement des autistes, enfin, de l'autisme, soulignait que la psychanalyse étant non pertinente et non consensuelle, n'était pas recommandable. Il était donc question de ne plus recommander la pratique de la psychanalyse pour ces deux raisons-là. Or, en y réfléchissant quelques instants, je me suis dit que finalement, ça définissait exactement, à contrario, ce que pouvait être la psychanalyse. C'est-à-dire non consensuelle, évidemment, et heureusement qu'elle n'est pas consensuelle. Quelle drôle d'idée de dire que la psychanalyse présente un déficit de consensualité, alors que c'est ce qu'il a défini, non consensuel. Quant à être non pertinente, c'est son impertinence qui est tout à fait fondamentale. Donc je la définirais comme à la fois, maintenant, on peut dire que grâce aux opposants de la psychanalyse, on pourrait définir beaucoup mieux celle-ci comme étant à la fois impertinente et non consensuelle. Voilà les deux termes qui me paraissent très importants pour bien désigner quelque chose du côté de l'esprit d'insoumission. Excusez-moi, je vais vous interrompre juste une seconde pour déplacer le micro, pour être sûr que le... ne va pas être content. Ok. Super. Vous pouvez continuer, je suis désolée, pour être sûr que le son soit... Un autre aspect de cette problématique-là est la tendance, pas une tendance, c'est l'orientation qui était fermement ici décidée par toute l'organisation des services de santé, je dirais, de soumettre l'exercice de la psychothérapie à certaines règles. C'est-à-dire qu'il y a un essai, je dirais, d'encadrer la psychanalyse comme psychothérapie et donc de lui imposer un certain nombre de règles qui viennent du dehors d'elle. Alors dans ce contexte-là, quelle est la marge de jeu dont dispose la psychanalyse et quelles sont les limites sur lesquelles elle ne peut pas céder? Oui, précisément, enfin, moi je crois que le risque aujourd'hui, c'est de faire de la psychanalyse une thérapie de plus, dans un arsenal qui viserait, je ne sais pas pour rien que j'utilise le terme d'arsenal, un arsenal de traitement qui vise justement à faire de la souffrance humaine, un autre objet à réduire, mais aussi, et à traiter dans une maîtrise complète, justement, de ce qu'il pourrait signifier, dans une annulation précisément du sens de ce qu'il pourrait porter. Donc, je crois que là, il y a quelque chose que la psychanalyse doit, me semble, soutenir, quitte peut-être, probablement, à renoncer à un certain nombre d'enjeux de désir de reconnaissance. Parce qu'après tout, si, je crois que c'est la question la plus importante, si la psychanalyse est amenée à retrouver une certaine manière de subversivité originaire, après tout, peut-être que c'est le sens qui est le plus important aujourd'hui et qu'elle a à défendre, et certainement pas dans un désir de réassimilation ou de reconnaissance éperdue à l'égard des autres formes que propose la société dans le traitement de la souffrance. Ça me fait penser à ce qu'écrivait Nathalie Salzman de la guérison psychanalytique comme un travail de culture, qui s'opère nécessairement au niveau individuel et collectif. Et il me semble qu'une des forces, une des originalités principales de ta pensée, c'est d'avoir noué ensemble cet intérêt et ce questionnement qui porte sur ce qui est en jeu dans la scène collective, sur la scène collective, et en même temps ce qui est en jeu dans les psychés les plus singulières. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de la façon dont tu articules ce double niveau, et peut-être à partir de l'autre livre récent que tu as écrit, qui a ce titre tellement énigmatique, à la fois fascinant et troublant, qui s'appelle L'ivresse du pire, et où je pense tu effectues un nouage vraiment de cette réflexion sur le collectif
et sur ce que tu observes dans ta clinique. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? On pourrait le prendre par différents bouts, hein, mais je pense que je réfléchissais à cette question du pire actuellement, et je me demandais si au fond le pire, c'était pas cette opération qui se voulait annulatrice du reste, qui est si importante actuellement. Sous l'égide de l'un, comme je l'ai écrit après. Oui, tout à fait. Sous l'égide de l'un et sous l'égide d'une uniformisation et de la pensée et des pratiques et des modes d'approche de la question de la souffrance en tant qu'elle est la condition même de la subjectivité. Je crois que c'est tout à fait important à relever. Donc, sur la question de comment travailler à la fois le singulier et le collectif, moi il me semble que c'est là une des conditions. Moi, on ne peut plus actuellement traiter la question d'une souffrance singulière sans la réinsérer dans l'histoire de l'ensemble. Et je rappellerai quand même que toute l'œuvre de Nathalie Salzman a pris ses sources dans une réflexion à partir de l'histoire des camps, de l'histoire de l'horreur des génocides qui ont marqué le XXe siècle, et c'est à partir de cette réflexion qu'elle a élaboré aussi la notion du travail de culture. Donc la notion du travail de culture telle qu'elle l'a conçue, il me semble, a tout à fait trait avec les expériences limites et avec les expériences concentrationnaires, autrement dit, avec quelque chose d'une réalité humaine qui vient porter à la fois la question de cette souffrance singulière et de la souffrance collective et historique dans laquelle elle s'inscrit. Et c'est pourquoi je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui écouter quelqu'un de sa souffrance singulière sans avoir au moins l'esprit l'ensemble dans lequel il s'inscrit. Et cette ivresse du pays, parce qu'il y a le mot ivresse en même temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la clinique singulière? Bon, moi j'ai travaillé beaucoup avec un certain nombre de jeunes d'adolescents, jeunes adultes, où la question de la surenchère, précisément, dans une jouissance à la destructivité et à l'autodestructivité, m'a fait parler justement de la question de l'ivresse, et dans une escalade continuelle vers toujours plus un mouvement qui vise toujours plus à aller du côté d'un, on va dire, d'une énergie à abolir, une abolition énergétique, une forme de nirvana, comme disait Freud, contradictoire avec le principe de plaisir. Et qu'il y avait là comme un principe d'épuisement énergétique, de plus en plus à travers les questions d'addiction, à travers les questions de boulimie, à travers les questions... Tu parles de sujets tombés hors du monde. Hein? Oui, tout à fait. Et que, comme si au fond, quelque chose d'un délai différé, retenu par rapport à la nécessité d'une décharge énergétique, était véritablement la question la plus difficile aujourd'hui à soutenir, et c'est pas pour rien que je parle de la question quantitative. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une espèce de priorité pour le quantitatif, aussi bien dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les modes de prise en charge, sur les modes d'évaluation des opérations, que singulièrement sur les modes de régler la question de la souffrance. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une logique paradoxale où d'une part tu as ce règne de l'institution, de l'un, du système, qui va annuler les différences, donc qui devrait faire quelque chose éventuellement d'étal, d'homogène, et justement cette violence du quantitatif, et où en est la question de la pulsionnalité dans ce contexte-là. Je pense au malaise dans la culture, hein, où Freud parle de l'élaboration de stratégies de refusement par rapport au fond pulsionnel pour devenir un aide de culture. On a l'impression que maintenant, il y a d'une part un quantitatif qui opère à l'état brut, il
Il y a d'autre part une annulation des différences dans une espèce d'extension d'un éros à l'infini, et on se dit où est le pulsionnel, et est-ce qu'il faut repenser la notion même de travail de culture dans des termes contemporains. Oui, c'est le travail que j'ai pu faire récemment en philosophie, c'est le travail que j'ai partagé avec cette semaine également, sur le fait de pouvoir penser non plus une culture au sens cumulatif du produit culturel. Et c'est un peu comme dans ce sens-là que Freud utilise bien souvent, l'accumulation de culturel, alors qu'il me semble que c'est du côté de ce qui vient faire résistance à tout ce qui met en péril la réalité humaine et de ce point d'irréductibilité qui viendrait signifier que quelque chose de l'humain continue à exister malgré tout. Et c'est cet enjeu-là du malgré tout qui me semble aujourd'hui au cœur d'une écoute analytique qui assume sa radicalité. Donc quelque chose de ce point de résistance qui a été mis en péril gravement, évidemment, dans ce qui s'est catastrophe du XXe siècle. C'est ça. Et là, un autre intérêt de ta pensée, c'est que pour Nathalie Salzman, d'autres psychanalystes également, sont beaucoup penchés sur les camps. Mais toi, tu as à la fois gardé cet intérêt pour les camps, mais tu l'as élargi ou déplacé en introduisant Hiroshima, Nagasaki, qui sont d'autres catastrophes de ce qui a été fait à l'humain, et tu parles dans un de tes textes récents de l'importance d'avoir une optique transtraumatique. Alors, par rapport à la fixation sur un point qui serait une sorte d'acmé de la violence, et tu dis non, il faut regarder un transtraumatique. Pourrais-tu nous en parler un peu plus? Ça me paraît très important pour essayer de demeurer ouvert à ce qui se passe dans le contemporain aussi, et pas juste ce qui s'est passé dans les années 40. Tout à fait. D'une part, et pour défixer, je dirais, quelque chose qui, justement, d'une certaine manière, devient un point d'irréductibilité du trauma, également, qui vient faire effet de colle, de collage désubjectif dans le désastre. Et que la question du transtraumatique, je dois la poser beaucoup plus au plan du contre-transfert. Comment entendre et comment laisser le coup possible, comment accueillir une souffrance qui vient, de cette manière, rencontrer l'extrême et lui donner la possibilité, non pas d'une abolition de sa souffrance, non pas d'une annulation, non pas d'une anesthésie totalement mortifère, mais de trouver avec l'autre un destinataire possible d'une parole qui puisse en tout cas border quelque chose d'un réel, souvent non d'ici. Et il me semble que écouter ce type de singularité dans sa fixation même ne peut, d'une certaine manière, déjouer quelque chose de l'enjeu qui est là, que sous condition que l'analyste puisse lui aussi, d'une certaine manière, mettre à l'œuvre quelque chose de ses propres extrêmes, de ses propres confins, de là où il a fréquenté, cette question des confins. Et il me semble que là, il y a une dimension transtraumatique qui rend la possibilité d'un dialogue à ce moment-là possible, non pas ni dans l'indifférence, ni dans la confusion des expériences, certainement, mais dans la possibilité d'un partage peut-être, davantage. Ce qui signifie que l'analyste doit aussi faire ce chemin à rebours en lui, pour retrouver justement ce qui est en carence de mots, y compris en lui. Mais c'est là aussi la singularité de travailler avec ce type de patient. Travailler avec des patients qui ont été soumis à la torture, travailler avec des patients qui ont vécu des situations extrêmes, travailler avec des patients qui ont dû fuir des pays, surtout dans des situations d'exil déshumanisant. Ça, c'est une clinique aussi singulière, mais qui nous apprend beaucoup sur les autres formes de la clinique, évidemment. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse de ce type d'éclairage, de ce type d'incandescence, si on peut dire, d'acné même, pour approcher la question de la souffrance. Là, cette singularité, nous avons à tenir compte
des contextes très très particuliers dans lesquels nous travaillons. Tu parles aussi de l'analyse comme témoin. Alors comment jouerait, et dans quel sens témoin? Témoin de quoi? Parce qu'il ne peut pas ratifier que quelque chose a lieu dans la réalité, mais comment joue cette fonction de témoin de l'analyste qui va permettre à quelque chose de prendre place dans une parole adressée? Et voilà, c'est ça, tu as dit exactement le mot, c'est-à-dire témoin d'une adresse. Témoin que quelque chose a pu être adressé. On va pouvoir être adressé, alors que c'était resté sans adresse. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. Oui. Il y a quelque chose quand même qui, dans l'expérience, enfin du moins dans l'événement, qui n'est pas encore devenu une expérience, dans cet événement, se singularise par la non-adresse, par le fait qu'il n'y a pas de destinataire à une parole quelconque qui chercherait à en dire quelque chose. Et que ce que le sujet vient chercher auprès de l'analyste, c'est que précisément, il puisse entendre à travers l'inarticulé d'écrit, à travers le silence, le mutisme, le gel des affects, puisse entendre quelque chose qui lui soit adressé. C'est-à-dire construire une adresse. Construire une adresse ne va pas de soi du tout. Que ça demande du temps, que ça demande une façon de créer une écoute qui vienne permettre un habitat possible, un premier habitat possible, un premier abri à ce qui n'a pas eu d'abri, à ce qui n'a pas été abri. Et je crois que construire dans l'oreille de l'analyste un premier abri fait partie de cette dimension du témoignage. Ça, tu as parlé de la différence entre un événement qui a eu lieu, traumatique, et une expérience. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de... Parce que ça me paraît essentiel dans l'impact de transformation de ces oui, moi, je dirais qu'un événement, c'est encore, on va dire, ce qui n'a pas eu de lieu psychique pour exister. On pourrait dire d'une certaine manière que l'événement n'a pas eu d'existence pour la réalité psychique. Freud nous dit quand même que la réalité, c'est d'abord la réalité psychique, avant d'être la réalité matérielle, avant d'être la réalité historique, d'abord la réalité psychique. Et c'est parce qu'elle devient réalité psychique, c'est-à-dire matériau psychique, que la réalité matérielle et que la réalité historique peuvent être prises en compte. Autrement dit, pour que l'événement puisse commencer à se transformer en matière psychique, c'est-à-dire en un lieu psychique pour exister, je crois que c'est toute la question de ce que je viens de dire sur la possibilité de fabriquer un premier abri à un événement qui n'a pas encore eu de lieu pour commencer à exister. L'expérience, je termine, l'expérience, c'est précisément la transformation de l'événement en matière psychique. C'est-à-dire que ce qui fait l'expérience, c'est la transformation de l'événement qui n'a pas eu de lieu psychique en matière psychique. En t'écoutant, je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose au niveau collectif. Donc, je pense au nombre d'années qu'il a fallu avant qu'on commence à repenser aux questions des camps d'extermination. Mais c'est venu quand même maintenant, sans doute parce qu'on se sentait quand même tous plus ou moins concernés par ce qui avait eu lieu. Je pense au fait que ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki n'a pas trouvé de lieu psychique, pour moi, dans notre culture. Hein. Et il y a donc là quelque chose où cette temporalité est également en jeu, me semble-t-il, sur la scène collective. Oui, c'est d'autant plus vrai que ce sont des moments où la question du franchissement inédit par le nucléaire, et le nucléaire dans sa dimension catastrophique et dans sa dimension humaine, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais il s'agit d'une volonté humaine d'utiliser le nucléaire, ce qui fait toute la différence, a été vraiment du côté de s'inscrit comme un événement inédit qui a ouvert l'ère nucléaire complètement. L'ère nucléaire contemporaine s'ouvre sur le signe d'Hiroshima et Nagasaki. Et alors peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de lieu psychique, penser vraiment à cette dimension-là, n'est pas sans rapport avec tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui pour aborder la question du nucléaire, pour aborder la question de l'économie du nucléaire dans notre monde, dans la
l'extrême difficulté à penser quelque chose du point de vue politique actuellement, à réinterroger les choix économiques et donc les choix de société qui sont faits autour de cette question. Fukushima en est l'exemple le plus évident, c'est de l'impossibilité de parler de Fukushima aujourd'hui est quelque chose d'exemplaire et qui signe complètement ce que tu dis sur le fait qu'il n'y a pas eu encore de psychique pour penser les franchissements nucléaires inédits. Où là, en fait, ce qui est en jeu, et tu le dis dans ton livre L'ivresse du pire, c'est une possibilité d'extermination qui porterait sur l'ensemble de l'humanité. Or, on n'arrive pas à la penser, cette possibilité-là. Voilà, alors il y a le fait qu'on n'arrive pas à la penser parce qu'elle touche une dimension de l'humanité qui est en effet probablement du côté de l'impensable et de l'irreprésentable. Je pense que c'est tout à fait ça. Hein. Mais je pense aussi en même temps, en parlant, qu'il y a une telle conjonction avec les pouvoirs politiques et économiques aujourd'hui qui fait que cette question, pour d'autres raisons, se trouve de plus en plus difficile à aborder, et que c'est vrai qu'on a du mal à penser la surenchère qui nous tétanise d'une autre manière, singulièrement. Hein. Ça, c'est une question politique et collective. Mais je me disais qu'aussi il y avait une certaine dimension traumatique qui a un effet de sidération pour la pensée. Je crois que la question d'Hiroshima, Nagasaki et les possibles franchissements à venir ont des effets de paralysie de la pensée vraiment nous prendre ces modes de traitement dont je parlais tout à l'heure, de comment habiter un tel lieu, comment faire que ce lieu soit habitable, même on pourrait dire que peut-être que les issues aujourd'hui en passent par l'écriture, en passent par le travail des écrivains. Je suis très sensible à tout le travail des écrivains japonais sur cette question, mais pas seulement. Hein. Probablement que ça en passe par là, probablement que ça en passe par l'art, probablement que ça en passe par la possibilité de transformer au moins les bords de ce trou en matière psychique où l'art est convoqué de façon tout à fait fondamentale et le travail créatif enfin, autour de cette question. En fait, c'est ça, c'est exactement la question que je voulais te poser. C'est que toi, ta façon d'aborder cette expérience, ce qui est en recherche d'expérience, je dirais, dans cet irreprésentable, c'était de passer par les écrivains. Hein. Et tu l'as fait aussi dans la conférence que tu as donnée il y a 3 jours sur Paul Celan et la question du langage poétique. Et on a l'impression que les écrivains, et sans doute l'art de façon plus générale, ont une fonction de passeur d'expérience, où ce qui est inaccessible au commun des mortels dont nous faisons partie, certains qui l'ont vécu sur les bords au plus près, revenant d'avoir vu la Gorgone, on dirait, et dans ce qu'ils peuvent en dire en bégayant, pour reprendre tes mots, peut nous permettre à nous de nous approcher d'une certaine façon, je dirais, de cette limite. Ce que tu dis, on pourrait le dire aussi, on devrait pouvoir le dire aussi de l'analyse. Voilà. Tant qu'elle constitue, elle aussi, un pont possible. Je pensais à un texte que je t'avais envoyé sur Coetzee, un texte de Coetzee qui introduit Elisabeth Costello dans son livre qu'il écrit en 1999, où il dit de sa manière la nécessité pour faire une ouverture, c'est-à-dire pour passer, comme il dit, de là où on est, c'est-à-dire nulle part, c'est-à-dire nulle part, à ailleurs. Quelque part. Peut-être. Voilà. Il suffit de construire, de bricoler un pont. Passer de nulle part à ailleurs, il suffit de bricoler un pont. C'est-à-dire que c'est vraiment toute la démarche, précisément. Moi, je pense à la psychanalyse, passer de nulle part à ailleurs, créer un pont. Mais c'est aussi toute la question de la langue. C'est aussi toute la question d'écriture. Mais ce pont, il faut aussi l'entendre comme un pont au-dessus de l'abîme. C'est-à-dire que nous parlons toujours au-dessus de l'abîme, nous sommes toujours au bord de la question de l'abîme. C'est ce que dit Kafka à propos du pont de bois, sa nouvelle pont de bois. Hein, où l'homme est un pont, il fait de son corps un pont, tendu d'une rive à l'autre, et c'est sur son dos que passent les gens. Sauf, donc il regarde, lui, il a la face devant l'abîme,
lui regarde l'abîme, et c'est les autres, d'une certaine manière, peuvent, en aveugle, le franchir pour aller de nulle part à ailleurs. Donc voilà une image extraordinaire de comment soutenir l'autre dans son franchissement, sous condition de regarder l'abîme, c'est-à-dire de soutenir le regard de l'abîme. C'est exactement ce que fait Paul Celan. Paul Celan, dans son écriture, va regarder l'abîme, c'est-à-dire convoquer Méduse, convoquer les automates, aller jusque affronter Gorgo pour faire retour d'une certaine manière et nous renvoyer à ce moment-là une image humaine sur laquelle nous pourrions nous tenir debout, sous condition de soutenir ce regard-là. Mais c'est là où, d'une certaine manière, Kafka a une vision tout à fait radicale, puisqu'il dit, sauf le moment où on se retourne pour voir qui est en train de franchir notre dos, et alors c'est la catastrophe, le pont s'effondre. Est-ce qu'on a vu déjà un pont se retourner sur soi? Donc quand le regard de l'abîme n'est plus soutenable, et qu'on se détourne pour peut-être regarder ailleurs, le pont s'effondre. Donc, comme si en quelque sorte le franchissement était soutenu par le regard. Pour Kafka, ça c'est intéressant. Et qui doit continuer à regarder l'abîme, c'est-à-dire à soutenir le regard de l'abîme, c'est-à-dire à soutenir la confrontation face à face avec l'abîme, ce qui permet à l'autre, dans son dos, de tenir debout. Une belle définition du rôle du psychanalyste et de la question de l'altérité. Absolument. Soutenir l'autre dans son altérité, c'est-à-dire sans que je le voie. Oui. C'est-à-dire seulement en soutenant le poids, sous condition de faire face à l'abîme. En effet, une superbe façon magnifique de dire ce qu'est la culture quand elle ose franchir de nulle part pour aller ailleurs, et l'abîme au-dessus duquel il faut passer, le risque que ça suppose d'aller s'écraser vraiment au fond. J'aime beaucoup aussi ce mot ailleurs que tu dis. Moi j'avais dit quelque part, mais c'est pas quelque part, c'est ailleurs. Et c'est ailleurs dans son indétermination même, donc on ne sera jamais arrivé. Il y a quelque part d'autre, ailleurs, vers lequel il faut tendre. Il y a un ailleurs, mais toujours par rapport à nulle part. Oui, le nulle part où je suis. C'est sous condition de soutenir aussi ce nulle part où je suis. C'est-à-dire le désir de l'ailleurs ne vient que par reconnaissance du nulle part où je suis. Et je crois que là, d'une certaine manière, on approche quelque chose de l'engagement dans la situation analytique. On en avait déjà parlé, de qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans un projet analytique. Moi, je crois qu'on s'engage dans un projet analytique. D'abord, on ne s'engage pas seul, on s'engage si l'autre s'engage, il y a un co-engagement nécessaire, mais on s'engage aussi réciproquement dans une position asymétrique, exactement comme dans le pont de Kafka. C'est-à-dire, je m'engage dans un désir de quitter le nulle part où je suis, donc de reconnaître ce nulle part pour le désir d'ailleurs, sous condition que, d'une certaine manière, à l'aveugle, je franchisse le pont, en sachant que vous, mon analyste, vous allez, pendant ce temps, soutenir le face-à-face avec l'abîme. L'abîme en moi, l'abîme en vous, l'abîme en vous. C'est peut-être une des façons d'exprimer le malaise contemporain, c'est qu'on croit y être. Tu parles de la science comme prétention à tout savoir, on parle de la transparence, on parle de l'un, donc on croit avoir établi des bases extrêmement solides dans la réalité, et quand on est sur ces bases-là, on est quelque part, donc il n'y a pas d'ailleurs qui compte vraiment, où l'ailleurs est l'ennemi, l'ailleurs est l'hostile. Tout à fait, c'est-à-dire que là où je suis n'est plus le nulle part. Il est revendiqué au contraire, comme je sais où je suis, c'est une espèce de certitude, bonne certitude, d'affirmation identitaire qui fait que l'autre est toujours envoyé à ce moment-là à ce nulle part aussi. C'est l'autre qui est renvoyé à mais c'est un nulle part qui n'est plus porteur du mouvement vers l'ailleurs, mais qui est un nulle part où l'autre choix. On parlait de la différence entre un reste et un rebut, là il devient rebut, il devient déchet. Il devient rebut, il n'est plus le reste qui fait
existence, qui fait Kulturarbeit, qui fait travail de culture, qui fait point d'irréductible. Il est en effet du côté du déchet, du rebut, de la fécalisation du sujet, un effondrement. C'est pour ça que je pense qu'il y a une dimension mélancolique, je le soutiens aussi, potentialité mélancolique, on va dire, du sujet contemporain, toujours menacé de cet effondrement dans une espèce de fécalisation de sa subjectivité, à la hauteur du grandiose du projet qui nous est proposé, à savoir cette maîtrise absolue et sans reste de l'opération, qui serait d'une certaine manière traiter un humain sans reste. Traiter un humain sans reste, c'est une étrange façon de considérer l'humain. Je me demande jusqu'où doit aller, pas la psychanalyse, mais le psychanalyste, dans son engagement. Tu dis engagement, demande, pour entrer dans une psychanalyse, jusqu'où doit aller son engagement par rapport aux enjeux du monde contemporain, comme personne. Est-ce que, bon, il ne peut pas s'intéresser à tout, autrement ce sera opposé à un projet grandiose, à un autre projet grandiose, il ne peut pas s'en désintéresser non plus. Il ne peut pas l'aborder sous l'angle d'un savoir d'expert qui dirait à l'autre, de son lieu psychanalytique supérieur, quelle serait sa vérité. C'est pas ça. Alors comment penser, est-il nécessaire que le psychanalyste s'engage par rapport aux enjeux du monde contemporain? Je pense aux nouvelles procréations. Il y a tellement de choses en changement, on a l'impression que nos théories psychanalytiques sont tellement en retard par rapport à ça. On n'arrive pas telles qu'elles sont formulées généralement. Alors comment ne pas prendre une optique sociologique et dire, ben voilà les nouvelles formes de famille, ça ne conduit nulle part pour nous, mais comment rester articulé sur ces enjeux et en faire une matière qui nous pousse vers l'avant, sans dénier sa position de psychanalyste, qui n'est pas sociologue, qui n'est pas anthropologue, mais qui quand même est concerné par ces enjeux. C'est un peu ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire d'une certaine manière soutenir la singularité de nos positions vertigineuse, on vient de dire, la question de l'abîme, la question qui est tellement porte-à-faux, tellement à contre-courant de ce qui nous est proposé aujourd'hui dans tous les champs, à la fois de la science, des pratiques technologiques, du monde et de la relation au monde. Moi, je crois que c'est à partir de notre position singulière qu'on peut essayer d'en dire quelque chose de notre éthique également, d'une éthique du risque, d'une éthique de quelque chose qui n'est jamais clos, justement, une éthique du reste. Mais d'une position singulière qui doit en même temps se sentir interpellée par ce qui se passe autour, parce que tu as des positions singulières qui travaillent dans le strict individuel et qui ne se sentent pas concernées par les enjeux de la culture. Oui, évidemment. Mais c'est une politique. Quand je dis c'est une position singulière, c'était par rapport à une position d'expert. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Parce que, évidemment, les analystes sont continuellement sollicités à prendre des positions d'experts, et ils le font dans des cas. Bon. Donc, dans les positions de surplomb, dans les positions de maîtrise, précisément cette question de l'engagement dans le vertige de ce que ça suppose, dans la fabrication d'une demande, dans ce qui ne va jamais de soi. Moi, me semble parler au plus près des questions contemporaines. On a souvent parlé de la danse ensemble, on a parlé de toutes ces formes d'expression gestuelle du corps, tellement vrai aujourd'hui dans la culture des marges, dans les cultures que propose actuellement les banlieues, que proposent des cultures qui ne sont pas reconnues officiellement. Moi, je pense que la psychanalyse, d'une certaine manière, a peut-être accepté une position de marge, surtout actuellement, qu'elle a renoncé à un désir de reconnaissance éperdue, qu'elle a pu avoir à certains moments, qu'elle peut avoir à certains moments aussi, que certaines institutions peuvent revendiquer. Il y a une éthique actuellement de psychanalystes ensemble, non pas en masse, de faire singularité ensemble, qui me semble être un enjeu très important dans la possibilité d'être analyste actuellement. Ça me fait associer avec un autre aspect de ce que tu as développé récemment, et que je trouve tout à fait fascinant, c'est qu'on pourrait tenter de se placer, pas dans une position d'expert,
mais dans une position essentiellement dénonciatrice, où on voit tout ce qui ne fonctionne pas, la bureaucratie. Et toi, tu as aussi amené la question des lucioles. Hein. Et il me semble, alors je voudrais que tu l'expliques un peu plus, et ça me paraît essentiel à cette position de la psychanalyse sur les crêtes. Alors pourrais-tu nous en dire un peu plus, cette question des lucioles, par opposition à cette vision uniformément critique, je dirais, de tout ce qui se passe dans le monde autour de nous, comme si nous étions les seuls. Oui, oui. D'abord, c'est ça la position d'expertise. C'est ça. Absolument intenable. Je dis que ça, c'est pas possible, évidemment. C'est une question que j'avais abordée donc récemment. C'est vrai que la question de la psychanalyse, me semble, être d'abord autour de la question du va-et-vient, de l'alternance. J'ai parlé des lucioles comme figure même d'une image fragile qui s'éteint et s'allume continuellement. Et je pense que... Dont le repérage dépend du regard. Donc si on ne les voit pas, tout à fait, si on ne veut pas les trouver, on ne les trouvera pas. Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure du regard qui doit faire face à l'abîme. Peut-être qu'après tout, c'est là où j'ai d'une certaine façon dans la possibilité de soutenir continuellement ce face-à-face avec l'abîme. Peut-être que nous avons besoin d'éclairer nos obscurités, comme disait Freud. Freud parle de nos obscurités intimes. Il dit combien il s'agit, en effet, d'essayer d'éclairer nos obscurités intimes. Ces éclairages des obscurités intimes, ça peut se faire seulement par ces éclairages d'intermittence, d'alternance, d'obscur et de clair. On parlait par exemple de la question des bords, le fait que, il me semble de plus en plus que la psychanalyse a pensé la question des bords, qu'elle a travaillé la question des bords, que quand on va voir un analyste, c'est pour essayer aussi que ses propres bords soient fréquentables. Ils sont absolument fréquentables. Et ces bords ne sont fréquentables que par alternance, que par ces mouvements d'éclairage. Et en luciole, on ne peut jamais affronter la question, au fond, de certains rapports de vérité du sujet lui-même que par intermittence. Est-ce que ça ne fait pas penser à ce que Freud décrit? C'est l'ami qui a ces pseudopodes qui vont déguster de petites quantités du monde extérieur pour les digérer et puis pouvoir... Et ça, c'est quand même une image qui rejoint celle de la luciole, telle que la développe maintenant. C'est-à-dire, il y a une gustation, voilà. un goût, une façon de goûter l'autre, de goûter l'extériorité, de goûter la réalité extérieure, mais goûter l'altérité de l'autre. Voilà, c'est ça. Qui s'appelle aussi le tact. Et c'est intéressant que ce soit ce mot dans ces deux sens. Hein. Et je crois que les analystes qui nous ont précédés ont beaucoup travaillé cette question du tact. Je trouve qu'on ne la réinvestit pas suffisamment, c'est-à-dire cette façon de toucher l'altérité de l'autre, mais avec cette subtilité qui fait que tu dis, ces pseudopodes qui viennent goûter l'altérité, par l'extériorité, mais je préfère parler d'altérité, parce que cette figure des pseudopodes et de la cellule, c'est la figure du narcissisme, enfin, me paraît un peu trop, justement, dans un modèle, unicellulaire, d'un protoplasme cellulaire fermé sur lui-même, et défensivement, et hostilement, ou défensivement confronté à l'hostile du monde, qu'il toucherait les pseudopodes en se retirant au plus vite. Moi, il me semble que... Le télescope, voilà. Et je trouve qu'on peut utiliser l'image freudienne tout à fait autrement en l'utilisant sur le mode d'aller goûter l'altérité de l'autre. Et on n'est plus du tout dans cette position d'un narcissisme défensif, mais au contraire de quelque chose qui vient définir les conditions d'ouverture à l'altérité. Ou ce serait un autre aspect de la contribution de la psychanalyse au travail de culture, qui serait, à travers ces palpations légères, de réintroduire
une attention à l'altérité interne aux sociétés, pas juste extérieure, qui serait moins menaçante, mais qui justement se révélerait ou serait désignée dans son effet de relance, en fait. Ça. On serait plus dans le dedans-dehors, oui, dans cette espèce de dichotomie comme ça, qui d'une certaine manière ne tolère pas de gradient, qui est ou dedans ou dehors, mais qui justement vient produire un espace intermédiaire, zone intermédiaire, pour reprendre les termes winnicottiens, la question, on parlait de la frontière par exemple, la frontière entre le dedans et le dehors ne serait plus ce mur rigide, mais il pourrait être pensé en termes de porosité, poros aussi, qui ne serait plus une aporie justement, qui serait la possibilité d'un passage, une frontière comme passage, comme lieu de passage, et non plus comme lieu de définition d'identité identitaire. Mais quand je pense à ton intérêt pour les écrivains, un des premiers livres que tu as écrit, c'était sur un écrivain, sur Roger Anonyme, je pense, c'est ça? Le premier livre que j'ai écrit, c'était sur Kafka. Tu as écrit? Ah, mais ça, je le dirais. Donc ça remonte à loin, cet intérêt. Alors d'où te vient, comme psychanalyste, cet intérêt pour les écrivains, je dirais, de la limite, et que tu arrives à faire vivre et à les faire nous interpeller dans tes écrits de façon absolument remarquable. D'où est-ce que ça te vient, cet intérêt-là, qui est tellement précieux pour nous? Oui. Probablement pour ce désir de faire pont. Mon histoire personnelle est marquée aussi par la question de faire pont entre deux continents, d'une certaine manière. Il y a des questions de franchir, de faire un franchissement qui soit possible. Probablement que les histoires de langue également m'ont amené à essayer de trouver des ponts. Et la littérature, pour moi, pas n'importe quelle littérature, certaines littératures qui viennent interpeller directement la question du franchissement, la question des seuils, la question des bords, la question des portes, des ouvertures et des fermetures, et la possibilité de négocier tout autrement cette question des limites, moi m'a semblé, enfin, c'est pas m'a semblé, a été la condition pour moi pour approcher aussi la psychanalyse. Et c'est probablement ce qui fait ma sensibilité aujourd'hui à une certaine forme de psychanalyse. Et ça, c'est intéressant. Donc, ce ne serait pas la psychanalyse qui t'a porté aux écrivains, mais les écrivains qui t'ont porté à la psychanalyse de par le creusement qu'ils font dans la subjectivité et dans ses bords. Oui, pour moi, c'est tout à fait évident. C'est passionnant, ça. Tout à fait évident que ce n'est pas le biais de certains écrivains que la psychanalyse a pu représenter à ce moment-là, pour moi, cet enjeu aussi fort, aussi radical, de pouvoir le formuler dans les termes que précisément leurs écritures nous permettent. Mais c'est Freud lui-même qui écrivait que les écrivains ont des intuitions que lui met des années à essayer de construire laborieusement. Je pense que c'est ça, en boitant, alors qu'il y a là quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve toujours tellement important et utile, par exemple, si on s'intéresse à d'autres sociétés et tout, de voir le regard ou l'écriture, ce que nous en disent les écrivains, à partir de leur lieu propre, pour autant que tu prennes des écrivains à la limite. Oui, tout à fait. J'ai raison que quand on parle, d'ailleurs, quand on parle de la question de la culture, malaise de la culture, il y a un vrai problème. De quelle culture on parle? On prend malaise à la culture, cette question n'est jamais interrogée. De quelle culture on parle? Manifestement, Freud, dans malaise à la culture, parle de la culture dominante, occidentale, européenne. Alors que, justement, cette pluralité des cultures, leur diversité, leur altérisation continuelle les unes aux autres, qui nous interroge énormément, nous qui recevons aujourd'hui de plus en plus de gens qui viennent nous voir de tous les horizons, de tous les franchissements, de toutes les langues. Très intéressant de savoir comment, par exemple, quelqu'un vient faire son analyse dans une langue qui est la langue de l'ailleurs, justement. Je trouve que touche là des conditions sine qua non, surtout ne pas le faire dans la langue
de l'origine. Surtout le faire dans la langue de l'ailleurs. C'est-à-dire, d'emblée, la question du pont, elle est interpellée. Ça, de façon intéressante, parce que je pense à certains cas cliniques où ce pont est en fait, donc l'analyse dans une langue de l'ailleurs, mais quand à un moment donné, des mots de la langue d'origine font leur chemin sur le pont et émergent dans la séance d'analyse, là, c'est le signe que quelque chose se passe. Tout à fait, tout à fait. Moi, je demande, c'est bien souvent dans ces analysants, de me le dire dans leur langue. Voilà. Dans leur langue. On ne comprend strictement rien, évidemment. Mais soudain, et c'est des choses cliniques qui parlent à n'importe quel analyste, hein, soudain, on entend une voix qu'on n'avait jamais entendue. Un timbre de voix. Un rythme aussi. Un rythme, une respiration, un timbre, une sonorité, une vocalité sonore, sensorialité des mots, comme on disait longtemps, qui n'a plus rien à voir avec la voix à laquelle on est habitué. C'est une expérience pratiquement unanime, inquiétante, étrangement inquiétante, d'un familier qui devient tout à fait étranger. Et je pense que c'est ça aussi qui est en jeu dans la nécessité, pour certains, d'aller faire leur analyse dans une langue de l'ailleurs, probablement pour retrouver, non pas pour s'éloigner. Autrement, pour la retrouver autrement. C'est très important, non pas pour s'éloigner de la langue, de ce que vient porter la langue de l'intime, mais pour retrouver l'intime. Peut-être un intime perdu, un intime inaccessible, et qui ne peut être retrouvé que par ce chemin de l'extérieur. C'est alors tout à l'heure d'aller faire le détour. Et toute forme de littérature en tant qu'elle est radicale nous permet d'aller faire le détour pour aller chercher dans le plus loin, le plus intime, inaccessible. Et le plus intime, inaccessible, c'est précisément ces moments où une patiente se met à chanter dans sa langue d'origine, une comptine, un poème, enfant, réciter un poème, dire des mots comme ça, une patiente comme ça qui s'est mise soudain à réciter un poème qui venait du plus lointain des montagnes, des lieux de résistance politique d'où elle venait, et on peut se demander, d'ailleurs, qui a plus ou moins disparu de par les violences militaires qui ont été effectuées sur ces zones, et comme si c'était le seul territoire encore survivant avec lequel elle pouvait vivre et qu'elle pouvait d'une certaine manière partager intimement avec moi et avec elle-même, qui était un territoire de langue, un territoire de mémoire, un territoire de poème, qui faisait retour, alors que son territoire, lieu territorial, avait disparu. Donc, comme si c'était des territoires de langue qui continuaient à exister, là où le pays, d'une certaine manière, a disparu, ou était inaccessible. Je pense aussi à un autre cas, toujours dans ce même registre, où la personne me dit, voilà, c'est ce mot, mais je ne peux pas, vous ne le comprendriez pas. Il n'y a pas d'équivalent. Vous ne pouvez pas comprendre. Je peux vous dire un peu à côté, mais ce que ça représente, vous n'y avez pas accès. Ça me fait penser à ce dont on parlait, de ce qui doit rester, de ce qui reste secret, hein, par rapport à cet idéal d'une transparence. Il y a quelque chose qui est montré, mais vous n'y êtes pas là, parce que ce n'est pas vous. Oui. Ça c'est vrai. Bon, j'avais parlé du désir de ne pas être compris, hein, que Pierre Lanier avait théorisé longtemps. Hein. Mais il me semble que ça va plus loin que le désir de ne pas être compris. Il y a quelque chose d'un aura du mot. D'une aura qui n'est pas traduisible. L'aura n'est pas traduisible. L'aura n'est pas traduisible. Mais en même temps, c'est comme si elle était habitée pour la première fois aussi. C'est ça que je veux dire. C'est pas tant, moi je parle d'un pays où vous ne serez jamais invité, mais c'est un pays où je n'ai jamais été invité. C'est ça. Qui est le et mien, qui brusquement surgit. Voilà. Et ce « mais vous ne le comprendrez pas », mais d'une certaine manière, il y a quelque chose de partagé. Mais nous sommes tous les deux sur le sol, sur le bord. Et ça nous ramène à la clinique, parce que on est toujours dans la psychanalyse, c'est les mots, c'est la parole, et j'ai l'impression que dans ce que tu nous dis pour le moment, on n'est pas uniquement dans le sens des mots, hein, le sens qui se donnerait à l'interprétation. Hein, il y a une sensorialité, et c'est le mot que tu as utilisé. Alors comment est-ce que ça joue, et quelle est l'importance de cette sensorialité des mots, des rythmes, dans la démarche de la clinique? Et comment,
arriver à s'autoriser à cette intimité-là. Ah ben oui, absolument. Parce qu'on ne dit pas n'importe qui Voilà. ce genre d'intimité. Absolument. Et le plus intime, c'est précisément, non pas dans les contenus, mais dans la forme. C'est-à-dire dans l'accent, par exemple. L'accent, qui peut être un peu éradiqué, qui soudain surgit. Parfois, il faut beaucoup de confiance à l'autre. Il faut faire surgir une certaine musicalité des mots, un accent des mots, qui parle du plus intime. Le découvrir déjà pour soi-même. C'est ça. Le découvrir pour soi-même. Il y a là un partage qui justement pose la question de l'engagement. Tout dépend de la manière dont ça s'engage aussi, et dont ça continue à s'engager, à pouvoir produire un engagement. C'est pour ça que je disais que la demande n'était jamais avant-goût. Et comme on semble représenter la demande d'analyse, elle n'est jamais a priori. Je suis de plus en plus convaincu, à partir de mon expérience, que la demande se construit, qu'il s'agit de la pensée à très coup, que parfois cette demande elle devient un peu plus énonçable à la fin de l'analyse, et jamais avant. Qu'il s'agit peut-être de repenser la question des temporalités, qui sont toutes différentes de nos temporalités linéaires à lesquelles on s'y accrochait. Oh, c'est très intéressant parce que je pense à certaines façons de travailler la psychanalyse où tu vas évaluer la demande en 1 ou 2 séances et puis après ça tu vas décider si c'est une demande d'analyse ou pas, ce qui m'a toujours semblé aberrant. Parce que c'est dans le cours de ce qui va se mettre en place que quelque chose va émerger. Comment tu veux le savoir au point de départ? Bien sûr, et que ça se fabrique à 2. Ben voilà, voilà. Et que la demande se fabrique à 2. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. Il y a eu un certain moment où on a pensé la psychanalyse comme ça, avec les séances préliminaires, la décision, l'engagement dans le dispositif, etc. Moi qui me parlais depuis longtemps déjà, je travaillais ça avec les gens que j'ai en contrôle, en psychiatrie souvent aussi, cette question elle est désidéalisée. Souvent on porte ça avec des idéaux, des modèles théoriques et pratiques qui nous empêchent de penser complètement, et qu'il s'agit de se libérer de ces modèles et de ces idées. Oui, et qui dépendent d'une sorte de pré-grille à partir de laquelle on essaierait d'interpréter la singularité, ce qui est tout à fait paradoxal. Ce qui pose aussi la question de l'interprétation et de là d'où elle est élaborée, d'où elle est pensée, d'où elle est énoncée. Il y a une certaine façon d'objectiver la pratique analytique et l'interprétation analytique elle-même sur le mode de son application. Et là, on est dans la psychanalyse appliquée. La véritable psychanalyse appliquée, elle n'est pas tant dans là où on la pense, c'est-à-dire une psychanalyse qui travaillerait en tissage avec l'art, l'écriture, etc. Moi, je pense qu'elle est souvent à l'intérieur même de la pratique analytique. Elle est appliquée au sens de son objectivité, de son extériorité la plus forte. Moi, je pense au contraire que l'interprétation doit être appliquée. Elle est d'abord surprise. Et je dis que la première des choses, c'est qu'elle est surprise pour celui qui l'énonce, avant même qu'elle soit surprise pour celui à laquelle elle se destine. L'analyste surpris. C'est la condition même, je crois, de l'adresse d'une interprétation. Faut-il encore s'autoriser à être surpris par sa propre interprétation, qui survient dans ses eaux, avec une espèce d'effet de surprise, d'où ça vient, même avec quelle vocalité elle s'exprime parfois, surprenant, avec quelle voix elle s'exprime. Et je pense que c'est à cette condition qu'elle a un effet d'implication, d'adresse. Est-ce qu'on peut penser que c'est intellectuel pour la dimension poétique du langage dans l'analyse, la sensorialité de l'expression verbale aussi, de ce qui se passe là, et c'est aussi lié au fait que le travail de la cure
ne va pas juste constituer à reconstruire une histoire, mais à justement rejoindre le pulsionnel infantile, et donc ce qui par définition est hors histoire, et lui refaire des voies de dégagement. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose comme ça? C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire la possibilité d'un repoussement. Voilà. Hein, c'est-à-dire la possibilité que ça vienne faire effet de repoussement vers les lointains, et parfois, et c'est ça qui me semble le plus intéressant, vers l'impersonnel. C'est-à-dire cette dimension qui va du singulier au commun. Non pas du singulier au plus singulier, mais du singulier au commun. Qu'est-ce qui vient? Un commun qui ne serait pas le commun dont on parlait tout à l'heure, où tout le monde est pareil. Ah ouais, pas du tout. C'est ça. Alors, de quel commun s'agit-il? À ce commun communauté, à ce commun qui fait communauté humaine. De la condition humaine. Oui, c'est ça, de la condition humaine. Oui. Et ce rebroussement vers le plus impersonnel, vers ce qui, dans la langue par exemple, est porté du côté de l'humaine condition, de sa fragilité, dans ce rebroussement même à tout ce qui, de cette manière, nous parle des anciens, nous parle des ruines, nous parle de ce passé commun, souvent inaccessible en même temps, mais qui nous donne cette direction. Je crois qu'il y a là quelque chose quand même d'assez extraordinaire dans l'aventure analytique, de toucher ces zones-là. Quand Freud parle il nous dit des choses très intéressantes de ce point de vue. Très vite, il l'a évoqué. Il dit que la mémoire du sujet singulier, elle va jusqu'aux mémoires collectives les plus profondes, les plus anciennes. Il dit même jusqu'au... ça touche les zones les plus... même de la mémoire glaciaire de l'humanité. Il n'hésite pas à aller jusque-là. C'est extraordinaire qu'il ait pu penser que la mémoire des individus pouvait trouver ses ombiliques en direction des zones les plus anciennes de l'humanité, de la planète elle-même, d'aller chercher du côté du minéral, c'est évidemment le principe de plaisir, mais qui viennent nous chercher aussi du côté de l'histoire glaciaire de notre planète, enfin des choses comme ça, c'est-à-dire que une dimension de l'histoire. Quand Freud dit à la fin de sa vie, cette formule extraordinaire, psyché est étendue, ne le sait pas. Psyché est étendue, ne le sait pas. Elle est étendue, ça veut dire qu'elle est étendue dans toutes les directions. Elle est psyché singulière, ne le sait pas. Elle a cette méconnaissance d'elle-même, cette non-connaissance d'elle-même, de ses propres directions, dans le temps, dans l'espace, dans la psyché des autres. C'est ce qui fait que, d'une certaine manière, aller chercher dans la littérature, c'est aller chercher dans les psychés autres, les psychés qui nous voisinent, après tout, l'extension, l'étendue d'une psyché qui traverse. Donc le commun, il est la psyché commune. Il est du côté de ces espaces ou de ces temps, sans limite d'une certaine manière, puisqu'ils sont anhistoriques. Anhistoriques, mais aussi au-delà des frontières, puisqu'ils vont chercher dans les psychés des autres. Extension, je parlais des pseudopodes tout à l'heure, mais ça va même plus loin que les pseudopodes. On est largement au-delà de cette figure de la cellule et de ces pseudopodes. Et ça c'est la fin de sa vie. Psyché est étendue, ne le sait pas. Cette étendue-là, sans limite et sans sa propre auto-représentation, a quelque chose de tout à fait vertigineux, qui me semble au cœur même de l'expérience scientifique. Alors, c'est vertigineux, passionnant et dangereux. Parce que ça m'amène à cette dimension universelle de l'humain, dont parle la psychanalyse, puis en fait qui va plus loin que l'humain, puisqu'elle remonte jusqu'aux couches glaciaires, etc. Mais il y a quand même, plus proche de nous, une étendue à travers les cultures. Tu en as parlé, on a des patients qui viennent de plus en plus de toutes les cultures. Et comment faire, je dirais pas le départage, mais comment être sensible au fait
d'abord, qu'est-ce que c'est cet universel hein, qui nous fait humains, qui est de la condition humaine, et comment penser, ou quel est l'intérêt pour un psychanalyste de s'interroger sur la façon dont cette universalité se trouve mise au travail de façon différente ailleurs, et est-ce que ce détour, avec, je dirais, l'assesse que ça implique, de ne pas savoir d'avance, hein, mais de voir bon, comment la pulsion nord, par exemple, va être mise en œuvre dans un autre contexte et comment ça se tisse, est-ce que ça ne peut pas avoir un effet en retour sur notre manière, dans notre société, de penser comment le pulsionnel travaille? Autrement, j'ai l'impression qu'on tend, peut-être trop facilement, où il y a le risque, de penser cette universalité en termes de notre occidentalité, hein, qui sait comment vont les choses, et donc c'est universel. Alors comment à la fois ne pas lâcher la dimension universelle, mais en même temps ne pas être aveugle à notre point aveugle, je dirais. Comment et quel est l'intérêt ou pas de cette question par rapport à la pratique analytique de tous les jours? Bon, non seulement c'est absolument incontournable dans la pratique quotidienne, comme on disait, on a affaire à des patients avec lesquels il faut bien se confronter à ces altérités-là et les réduire trop vite à des histoires connues. Oui, c'est ça. Nos théories étant des histoires connues. Oui, c'est ça que je veux dire. Nos théories étant des histoires connues. C'est ça que je voulais dire. À des histoires connues, à quelque chose de violence qui répète précisément ce qu'ils ont subi. Donc, moi, je suis tout à fait convaincu de plus en plus que le travail de l'analyse, loin d'aller, comme je le disais souvent, des formes, disons, de l'inconnu, de l'obscur, aux formes les plus éclairées et connues, on retrouve évidemment toute une série de rationalités, enfin, de rationalisation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus aujourd'hui, que l'expérience analytique, elle nous mène précisément dans le sens inverse, du plus connu, du plus habituel, de ce qui enferme le plus, parce que justement, du côté du même, hein, du côté de l'alter ego, enfin, nous mène de plus en plus, moi je crois qu'une véritable expérience analytique nous mène du côté de l'inconnu, du côté de l'obscur, du côté de l'irréductible et de l'étranger, ça nous mène de ce côté-là, hein, d'aller fréquenter ces zones-là continuellement et d'avoir la possibilité d'habiter ces zones-là, ces bords, hein, plutôt ces bords. Donc la démarche de l'analyse, il me semble qu'elle va elle va en sens contraire précisément de toutes les sens qu'on impose aujourd'hui, d'une transparence, d'une mise à plat, d'une maîtrise, d'un éclairage qui ne connaîtrait pas son obscurité, d'une virtualisation généralisée, puisqu'on est de mondialisation, donc la question des cultures que l'on essaie de soutenir est complètement écrasée par une certaine conception de la mondialisation, de la neutralisation des différences, d'un éros qui lui supprimerait toutes les déliaisons possibles, hein, qui serait abolition de toutes les déliaisons possibles. Donc je crois que s'il y a un sens très radical de la psychanalyse, c'est précisément de travailler du côté de la déliaison, du côté de cette étrangeté-là, de cette confrontation à des pluriels, à des pluralités, des obscurités intimes ou diverses. Je crois que toutes les cultures, elles portent leur singularité, évidemment, hein, mais je crois qu'elles ont quand même affaire. Là, je reviens à ta première question sur l'humain, les mêmes conditions. Elles ont peut-être en commun aussi la nécessité d'une invisibilité, d'une obscurité, d'un retrait, d'un retirement. Et au fond, la nécessité que tout ne soit pas dit, que tout ne soit pas mis comme ça, à plat. Que toute forme de culture partagerait cette nécessité. Je crois pas. Et que là, ça serait peut-être quelque chose qui aurait à faire avec une humaine condition, la nécessité en chaque culture de cette exigence
Peut-être qu'on pourrait trouver là des ponts. Oui, absolument. Qui serait tout à fait différent d'une pensée de la diversité culturelle en termes de logique identitaire. On n'est absolument pas là, on est dans l'opposé. Voilà, exactement. C'est ça. Mais dans ce commun-là, Oui. qui n'est plus du tout une mondialisation, qui n'est plus du tout une indifférenciation, mais ce que je disais sur faire ensemble, faire de nos singularités un ensemble, mais il y a quelque chose qui va plus loin, vraiment, dans la possibilité de soutenir dans chaque culture cette exigence, qui est l'exigence même de l'humain. C'est-à-dire cette épaisseur qui ne se donne pas d'emblée, cette non-visibilité qui ne se donne pas d'emblée, cette nécessité d'un. Alors là, il y a une question qui se pose. Comment est-ce que dans ce contexte-là, moi je trouve extrêmement intéressant, je partage tout à fait, mais comment repenser la fameuse phrase de Freud que Nathalie Zalcman reprend très souvent, là où était le ça, le je dois devenir. Alors ça, c'est quand même, ça reste l'énigme. Hein. Comment est-ce qu'on va retravailler, sans le mettre de côté, mais sans penser que ce jeu est le savoir enfin acquis sur ce qui nous échappe. Alors comment repenser ça autrement? Ben oui, et c'est aussi ce qu'on disait sur qu'est-ce que c'est que ce thème de culture dans Malaise à culture. C'est exactement la même chose. Je crois que tu poses exactement la question similaire, c'est-à-dire ce jeu, là où était le ça, du jeu doit venir, du moi doit devenir, il me semble... Du moi. C'est du moi. Du moi doit devenir. C'est exactement la même question que de quelle culture on parle. On parle de Malaise à la culture. Est-ce que c'est pas un moi souverain, un moi dominateur, un moi impérial, impérieux, comme une culture qui, elle, au nom de sa rationalité, Freud parle quand même de la dictature de la raison. C'est ça. Dictature de la raison. Cette dictature, c'est un terme très étrange, de la raison, certes, j'entends bien qu'il l'entend par rapport aux folies d'une pulsalité déchaînée, destructrice, heureusement qu'il y a une dictature de la raison, dans un monde de déchaînement pulsionnel sans limite. Et je pense qu'il y avait là le pressentiment chez Freud de ce qui allait se passer quand même. Mais il est vrai qu'il s'agit aussi de reprendre la question de la raison, de la rationalité, des Lumières aussi, de l'universel, dans une certaine forme de souveraineté, à la limite idéologique. Donc on est là aussi à la frontière de quid de la psychanalyse, quid de l'idéologie psychanalyse. C'est ça. Et là on est sur des bords. Ça, et on peut se demander si le moi dont il est question ne serait pas justement cette prise de conscience, comme associée au moi, des prises de conscience de la fragilité et de justement ce que quelque chose échappe. Donc pas du côté de la maîtrise, mais du côté de la prise de conscience qu'on n'est pas justement dans la maîtrise. Et que ce serait ça en fait le travail à faire en fin de cure. Là, tu n'arrives pas à dominateur en fin de cure analytique, certainement pas. Certainement pas. Mais je pense que le fin de cure, moi il me semble qu'elle participe de cette rencontre avec un certain renoncement à une idéalisation des figures, comme ça, qui ont été des figures dominatrices, des figures, peut-être des figures un peu massives de la raison, des figures un peu massives du père idéal également. Je pense que sur là-dessus, il faudrait peut-être revenir sur une certaine forme de désidéalisation nécessaire, de repulsionnalisation aussi de la question du travail de culture. Quand Freud fait de la Geistigkeit, de la vie de l'esprit, du sommet, l'acmé d'une raison dépulsionnalisée, le Svidersee, l'assèchement du Svidersee, je pense quand même que là on est dans une certaine figure de la fin de la cure, qui me semble maintenir quelque chose d'une certaine forme d'idéalisation. Je pense que pour moi, la fin de la cure participe précisément d'un réinvestissement de la désidéalisation, de la repulsionnalisation des figures, d'une certaine forme
fait de la langue, d'une certaine déphallicisation, disons le mot quand même, hein, une certaine déphallicisation des figures idéalisées. Je pense que approcher la question de la figure, ça participe précisément de ce travail de renoncement. Si on revient à la culture, à la lumière de ce que tu viens de réévoquer, on est quand même dans un drôle de contexte où on a à la fois l'impression d'une libération d'un pulsionnel profond, hein, la sexualité, tout azimut, la destructivité, la violence, et en même temps cette espèce d'aplanissement du règne de l'éros, de l'un et tout, et on se dit, où est-ce qu'on est, hein? Comment repenser la question du pulsionnel dans le monde contemporain, et comment repenser le travail de culture dans ce contexte-là, hein? Quel est l'enjeu? On parle de la massification aussi beaucoup, mais il y a quelque chose, parce qu'il y a à la fois la massification et un déchaînement tout azimut du pulsionnel. Alors comment, quelle serait la voie qui s'ouvre à la psychanalyse dans ce contexte-là? Oui, ce que je disais sur du côté de la résistance, certainement. Mais je me disais qu'on utilise peut-être un peu trop vite la question, le terme de pulsionnel. Voilà. Je me disais que le pulsionnel, c'est aussi, comme dit Freud, cette zone intermédiaire qui fait intervenir aussi la psyché. C'est une exigence de travail, en fait, pour la psyché, à partir du corps. Tu as raison. Il y a la dimension du corps, somatique, et il y a la dimension de la psyché. Et que, il dit bien que la pulsion est un être hybride. N'est-ce pas? Moi, je pense que c'est de toute autre chose dont il s'agit par rapport à la destructivité, à la destruction, à la mort. Je ne sais pas si on est vraiment... Est-ce qu'on est dans un registre pulsionnel? Si on était dans un registre pulsionnel, on serait déjà dans une certaine forme de psychisation. Moi, je me demande si on n'est pas du côté d'un au-delà du pulsionnel, ou d'un en-deçà du pulsionnel. Hein. Mais le pulsionnel, c'est déjà quelque chose du côté du régime du psychique. Je pense que au-delà du principe psychique, la pulsion de mort, c'est au-delà du principe psychique, moi, il me semble que Freud a cette fantastique intuition que la pulsion, au-delà de la pulsion de mort, on pourrait dire d'une certaine manière, ou que la pulsion de mort contiendrait dans son propre mouvement, on peut essayer de complexifier les choses, quelque chose d'une radicalité de la mort, ou de la pulsion de mort pour la mort, comme disait Nathalie. Donc quelque chose qui, d'une certaine manière, échapperait, et ce serait peut-être le point le plus irréductible, échapperait à toute possibilité de psychiser. Donc, parler de pulsion de mort, c'est déjà très compliqué. Ou alors, il s'agirait de penser en effet la pulsion de mort comme quelque chose, comme je disais, d'un au-delà du principe psychique. Est-ce qu'il s'agit encore d'un mouvement de la pulsion? C'est pas ouvert la question, mais je dis que le thème de pulsionalité est quand même, on doit porter attention au fait que s'engage quand même quelque chose de la vie psychique. C'est extrêmement important comme précision, comme démarcation, et qui permet de repenser justement ce qui se passe dans le monde. Mais oui, c'est ça. Extrêmement utile. On n'est peut-être pas exactement dans le pulsionnel, c'est ça que je veux dire, dans le monde contemporain. Je veux dire qu'on soit dans... Je parlais beaucoup aussi de la virtualisation, le monde de la virtualisation. La virtualisation, comment est-elle investie par le pulsionnel? Question. Est-ce que, évidemment, que la virtualisation, le virtuel n'est pas le fantasmatique. Comment situer n'est pas l'actuel non plus. Mais est-ce que tu dirais quand même, parce qu'en effet, il y a d'un côté, le virtuel n'est pas le fantasmatique, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, il me semble qu'on le voit dans la clinique, des patients qui utilisent le virtuel dans un sens de fantasmatisation. Donc tu as les deux aspects. En soi, c'est quelque chose de déshumanisant, enfin de réalisant, mais tu as quand même ces jeux possibles. Tout à fait raison, c'est vrai, tout à fait raison. L'utilisation, le réinvestissement, on va dire le réinvestissement par le fantasme, du registre de la réalité virtuelle. La virtualisation de la réalité plutôt. Voilà, dans les meilleurs des cas. Absolument, dans les meilleurs des cas, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ça que je veux dire. Dans les meilleurs des cas, ça, c'est vrai. Il se fait que, et c'est la question que je me posais,
un excès du virtuel dévitalise pour recoudre à la possibilité d'une repulsionnalisation fantasmatique de l'objet. Et qu'il y a certainement dans la virtualité, dans la virtualisation de la réalité, quelque chose de singulier. Moi, je pense qu'on ne connaît pas encore suffisamment parce qu'on est dessus, hein, mais qui me semble porter atteinte à quelque chose de fondamental dans le rapport du sujet à la réalité du monde, à soi, à l'autre et à sa vie fantasmatique. Je me demande en t'écoutant si ce que tu as dit de la sexualité par rapport à la pulsion, donc le décalage, c'est ça le décalage, ce que tu viens de dire également, dans quelle mesure, par rapport au virtuel, dans quelle mesure on ne peut pas aussi l'appliquer à ce qui se passe en regard de la mort. On a l'impression que la mort est à la fois complètement liée, tu n'as plus ces longs rituels justement de l'après-mort où on apprivoise, on enveloppe, on porte, on laisse partir, et comment tu as à la fois une négation de la mort et une présence obscène de la mort, partout sur les écrans. Et j'ai l'impression qu'on assiste à quelque chose d'un peu similaire, dont on mesure encore très mal l'impact au niveau psychique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Que dans la virtualisation, probablement que ça participe de cette virtualisation de la réalité, ce que tu dis. Le rapport à la mort est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a une déritualisation aussi de notre vie quotidienne, déritualisation de la vie collective, et que cette déritualisation alors, ouvre la voie. C'est une question que j'aimerais poser, toi, justement, dans tous ces domaines-là. Qu'est-ce qu'il en est d'une société qui se déritualise complètement? Qu'est-ce qu'il en est aussi de la fonction du rituel pour venir faire bord par rapport à une activité d'une certaine manière où le mythe devient, lui, grandissant, mais un mythe dévorateur, un mythe qui n'est plus organisateur pour dire quelque chose du côté de l'origine et de l'ultime, mais c'est un mythe dévorateur et négateur du sujet humain. Une société qui se déritualiserait ne pourrait plus se protéger de certains de ces mythes pathogènes, mortifères. Bon, c'est une question absolument. Peut-être là, je pense maintenant en t'écoutant, il y a peut-être là une certaine impasse dans la manière dont Freud a abordé le rituel, avec malgré tout l'intérêt de son travail là-dessus, ou qu'il le voit du côté de la névrose obsessionnelle, donc alors que dans le rituel, il y a quand même un mode d'élaboration par la pragmatique, par la praxis, au niveau du corps. Il y aurait des grandes questions fondamentales qui se posent à l'humain. L'évolution, les rythmes du cycle de vie, le rapport à la mort, le rapport à l'au-delà. Donc il y a, je dirais, dans ces modes rituels, quelque chose qui participe intrinsèquement d'un travail de culture qui est exactement ce dont nous parlons en psychanalyse. Mais dans un type de lecture du rituel, il y a une mise à distance qui nous permet plus de nous enrichir au contact d'autres modes d'élaboration rituelle de ce qu'on travaille en sciences analytiques et qui le met à l'écart, donc qui fait de l'étranger dans sa portée questionnante un rebut, quelque chose de dépassé qui ne nous interpelle pas. Et donc je trouve que ta question c'est en effet, quand une société perd ses rituels, il y a quelque chose de l'humain et du tragique de l'humain, ben c'est toujours du tragique que par les rituels, sous un angle ou sous un autre, quelque chose qui est fameusement mis à mal. Mais au fond, je me demandais si le rituel, et c'est aussi une question que j'aimerais poser, c'est par rapport à la question du mythe, le rituel, est-ce que le rituel ne vient pas anticiper les mythes, ne vient-il pas d'une certaine manière le préparer, mais dans un, comme, et c'est là la difficulté pour notre société actuelle à tolérer le rite, c'est que le rite, est-ce qu'il ne serait pas toujours quelque chose d'une émanation d'un incompréhensible? C'est-à-dire qu'il ne vient pas toujours dans un insensé, dans quelque chose qui n'a pas de sens, qui est d'abord agi, qui est d'abord un acte, avant même d'être un sens, une signification, un fantasme, un mythe, et qu'il est d'abord un geste, un moment du corps, un événement du corps collectif, mais qui n'est pas inscrit préalablement dans du sens, qui est du côté, probablement, qui s'ombiliquerait du côté de l'impensable, et qui serait repris ensuite par le mythe, qui serait en quelque sorte la nécessité, le mythe serait la nécessité pour
repenser, ou d'une certaine manière pour rendre habitable, la sauvagerie du rite, la sauvagerie insensée du rite. Et à ce titre, si nos sociétés sont si intolérantes au rite, est-ce qu'elles ne sont pas intolérantes précisément à cette incompréhensible du rite, au caractère irréductible et insensé du rite, à ce qui du rite ferait notre noyau le plus insensé, le plus anhistorique, le plus irréductible, le plus hors sens. C'est une question. Non, c'est une question pas facile. En fait, parce qu'il y a deux pistes qui me viennent ensemble. La première piste, c'est oui, mais pour autant que. Oui, pour autant que tu penses cette origine, non pas en termes historiques, non, justement. Mais en termes où la psychanalyse parle de l'originaire. Donc, qui est continuellement au travail. C'est ça. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Et pour autant que tu le penses d'une manière sans doute plus rétroactive, parce qu'on est dans la dialectique, où quand même la forme concrète du rite actualise quelque chose qui a été mis en scène par le mythe. Par le mythe ou par la spécificité de la culture. Donc tu as, c'est-à-dire que tu as les deux aspects. Tu as l'aspect d'émergence, voilà, mais dans la forme concrète que ça prend, il y a eu un passage par une série d'autres niveaux que ça vient rassembler dans une spécificité que prend ce rituel dans une société à un moment particulier. Donc tu as les deux. Donc tu ferais en effet une dialectique, un mouvement dialectique entre les deux. Moi, ça m'avait intéressé, la question d'un rite qui ne s'origine pas dans aucun sens, dans aucune signification. On est dans une sauvagerie. Après tout, au début est l'acte. Au début n'est pas le verbe. Au début n'est pas le sens. Au début est l'acte. Donc au début est l'acte. Au début est le rite. C'est-à-dire dans les meilleurs des cas. On pourrait dire au début est la destruction. Puis vient le rite pour en neutraliser la potentialité folle. Mais au début, probablement, est le crime, le meurtre, ou même plus, parce que Nathalie Sassman est une chose bien plus intéressante, elle dit au début est la destruction, puis vient la législation qui le transforme en meurtre. C'est-à-dire que la destruction n'est pas le meurtre. C'est dans un deuxième temps qu'il est possible de qualifier cette destruction de meurtre. Et c'est l'acte humain de la loi qui permet de transformer la destruction en meurtre. De légiférer quelque chose, de la sanctionner, de désigner un châtiment, etc. Donc, on peut dire aussi que la loi procède du rite. Kafka a fait toute sa littérature de la ritualité de la loi. Donc, c'est aussi une forme de la ritualité que d'aménager des issues corporelles, de gestes, qui permettent de neutraliser quelque chose d'une sauvagerie originaire. Ça, je suis absolument d'accord qu'il y a un archaïque, il y a un arché au meurtre, qui ne traite pas. Le meurtre, c'est déjà une prise. Voilà, déjà une prise. C'est une prise. Et cet arché, qu'on appelle destruction, qu'on appelle sauvagerie, interroge évidemment nos sociétés, sans en faire justement une régression, probablement une progression, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas de dire qu'on revient en arrière, il s'agit de dire qu'on crée du nouveau, une nouvelle scène dans laquelle la sauvagerie est convoquée. On peut en effet, comme je le disais, recréer une nouvelle scène, ou créer une nouvelle scène, le rebroussement. C'est au cœur, c'est le rebroussement de la sauvagerie, c'est au cœur de cette nouvelle scène. Là, je crois qu'on interpelle complètement la question vraiment de nos sociétés contemporaines. Est-ce qu'on va rester là? Merci à tous. Merci, Ghislain, pour cette très riche entrevue et surtout pour la richesse de ta pensée qui nous apporte tellement, nous comme psychanalystes, et à la société, un travail de culture. Alors, merci. Merci pour ton accueil, très riche.